Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr consacré cette fois-ci au plan d'épargne retraite, le fameux PER. C'est la période, c'est la saison. Vous savez que le PER a souvent une temporalité, une saisonnalité. On est très focalisé sur le PER en fin d'année puisqu'il y a un avantage fiscal. Alors c'est une solution et un dispositif d'épargne retraite qui plaît beaucoup. Donc on est ravis d'en parler aujourd'hui avec vous. On a titré cette présentation défiscalisation, quelle économie d'impôt en 2024 grâce au PER. Donc, on est ravi d'en parler aujourd'hui avec Mickaël Leray. Bonjour, Mickaël. Bonjour Henri, bonjour à tous. Oui, Mickaël qui est responsable grand compte chez l'UMR. L'UMR qui est un des assureurs de nos PER. On a deux PER chez placementdirect.fr. L'UMR, on en reparlera un petit peu par la suite, mais qui est un assureur de notre contrat placement direct retraite ISR. Et donc, on est ravi aujourd'hui d'accueillir Mickaël. Vous connaissez la formule de ce webinaire. On est ensemble pendant environ 35, 40, peut-être 45 minutes si on est très bavard avec Mickaël. On a une présentation qui se déroule en deux parties. Une première partie, vraiment, on va rentrer dans le détail du PER, les apports de la loi Pacte. On va vous présenter l'avantage fiscal, comment le calculer, comment le calibrer, quel est le versement optimal que vous pouvez mettre en place aussi cette année. Et puis, une deuxième partie, questions-réponses, puisque vous avez été encore une fois très nombreux à vous inscrire et à nous poser des questions. Donc, on n'a pas pu, bien sûr, répondre. On ne pourra pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à nous en poser pendant cette présentation, à nous faire des commentaires. On tâchera d'y répondre soit durant la présentation, soit on vous reviendra par mail avec une réponse. En tout cas, une dizaine de questions en fin de présentation. Voilà, donc en deux parties. Allez, je vous propose que l'on débute. Je vais tout de suite passer la main à Mickaël qui va rentrer dans le vif du sujet. Merci Henri. Alors effectivement, ce qu'on vous propose pour démarrer, avant même d'évoquer le PER, c'est de parler un petit peu de retraite obligatoire. Car comme vous le savez, au moment de partir à la retraite, il y aura quand même malgré tout une baisse significative de vos revenus. Et l'idée, c'est de voir à peu près de quelle grandeur pourrait être cette baisse de revenus. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, la baisse de revenus, elle est étroitement liée à votre catégorie socio-professionnelle, mais pas seulement. Elle sera liée évidemment aux droits que vous aurez acquis, c'est-à-dire les trimestres que vous aurez acquis sur les régimes généraux de retraite, les points que vous aurez acquis sur les complémentaires obligatoires. Et puis, l'idée derrière tout ça, c'est d'acquérir donc les droits nécessaires pour avoir une retraite à taux plein. Aujourd'hui, avoir une retraite à taux plein, c'est d'avoir le nombre de trimestres requis qui est demandé aujourd'hui. Et dans ce cadre-là, on vous donne quelques pourcentages de ce qu'on appelle le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le rapport entre votre première retraite et votre dernier revenu d'activité. Et lorsqu'on regarde pour un fonctionnaire, aujourd'hui, vous constatez qu'il y a une baisse de revenus déjà qui est assez significative, puisqu'on voit que la perte de revenus est de l'ordre de 25%. Si on regarde les salariés cadres, cette baisse est encore plus conséquente, puisqu'on passe à une baisse de revenus de l'ordre de 50%. Et si on regarde encore plus loin pour les indépendants, donc les TNS, les travailleurs non salariés, on voit que cette baisse peut aller jusqu'à 75%. Donc on voit que quelle que soit la catégorie socio-professionnelle, aujourd'hui on constate que la baisse de revenus est assez significative et nous pensons qu'effectivement il est important de préparer ce moment de vie qui est long, puisqu'on parle aujourd'hui de 25 ans d'espérance de vie à partir du moment où on part à la retraite. Donc c'est important de s'en préoccuper au moment où on est dans la vie active. Donc aujourd'hui on vous préconise face à cette baisse de revenus à la retraite, on vous préconise deux solutions. La première, c'est d'être pleinement propriétaire au moment d'être, vous faites l'acquisition de votre résidence principale au moment où vous êtes dans la vie active. Et l'idée, c'est qu'au moment où vous partez à la retraite, eh bien que vous n'ayez plus d'emprunt adossé à ce bien. De manière à ce que vous puissiez à la fois dégager une capacité d'épargne au moment où vous êtes à la retraite, mais aussi de pouvoir aussi avoir un pouvoir d'achat plus conséquent. Donc ça, c'est la première préconisation. La deuxième, on vous préconise aussi, bien évidemment, aussi de vous constituer une épargne complémentaire, notamment via le PER, donc le placement, le plan d'épargne retraite, qui vous permettra effectivement de bénéficier soit d'un capital que vous pourrez bénéficier en une seule fois ou que vous pourrez fractionner, et vous pourrez aussi bénéficier d'une rente qui vous sera versée à vie, ce qu'on appelle une rente viagère. Et vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, combiner les deux, rente capitale.
Voilà ce qu'on peut vous dire en préambule concernant cette baisse de revenus à la retraite et les outils de préparation par rapport à cette baisse de revenus. Merci, Mickaël. Alors justement, la loi Pacte, Mickaël, a changé le paysage de l'épargne retraite et elle apporte énormément d'avantages, d'atouts et d'avancées sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. Le PER, c'est un nouveau dispositif. On va dire que c'est un dispositif qui est encore récent. Un dispositif qui a été créé dans le cadre de la loi Pacte. La volonté à ce moment-là du gouvernement et du législateur, c'est d'avoir voulu rendre les produits d'épargne retraite plus lisibles, plus souples, plus attractifs. Et donc, cette loi a créé un nouveau dispositif qui est le PER, le plan d'épargne retraite, donc qui remplace à la commercialisation les anciens dispositifs qui sont les PERP, les Madelin, les articles 83, les PERCO. Donc tout ça, ça remplace tous ces produits-là. Donc ce nouveau dispositif, bien, il a l'avantage d'apporter davantage de souplesse. Donc si on regarde les avantages, alors on retrouve évidemment l'avantage fiscal, puisque les versements volontaires sont déductibles de revenus imposables. Donc cet avantage, on le retrouve. Ça vous permet de déduire, donc effectivement, sur des revenus qui sont assez conséquents quand vous êtes dans la vie active. Certes, les prestations que vous aurez au moment donc soit sous la forme d'un capital, soit sous la forme d'une rente, seront effectivement fiscalisées à la sortie, mais sur des niveaux de revenus qui seront beaucoup plus bas, ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment dans le cadre de la baisse des revenus à la retraite. Autre point et autre nouveauté, ce qui n'est pas négligeable, c'est que vous avez une vraie liberté dans les versements concernant le PER. Je pense en particulier par rapport au contrat Madelin qui s'adressait au TNS. Eh bien, le contrat Madelin vous obligeait chaque année à faire un versement annuel minimum. Et là, dans ce cadre-là, aujourd'hui, le PER est un produit sur lequel vous pourrez faire des versements comme bon vous semble. Soit sous la forme de versements programmés, mais vous pourrez aussi faire des versements libres. Vous pourrez combiner les versements programmés et les versements libres, comme vous pourrez aussi certaines années ne pas faire de versements si vous le souhaitez. Donc vraiment, voilà, vous avez une vraie liberté sur les versements, et ça aussi, c'est une nouveauté issue de la loi Pacte. Autre point, c'est les cas de déblocage anticipé. Effectivement, le PER est un produit véritablement dédié pour la retraite. Pour autant, eh bien, vous avez quand même malgré tout 5 cas de rachat anticipé en cas d'accident de la vie, et vous avez aussi, et ça c'est la nouveauté de la loi Pacte, c'est que vous avez la possibilité de débloquer partiellement ou totalement votre épargne dans le cadre de l'achat de la résidence principale. Donc, davantage de nouveautés, et là aussi, c'est encore un vrai apport de la loi Pacte au travers du dispositif PER. Enfin, dans le cadre des apports de la loi Pacte, je crois que c'est là où on retrouve véritablement la vraie nouveauté et la vraie souplesse du PER, c'est que dans le cadre d'un PER, au moment de la liquidation des droits, et là vous avez une vraie liberté de choix entre sortir en capital, en rente ou une combinaison des deux, ce qui n'était pas le cas des anciens dispositifs. Si vous prenez les cas, les dispositifs Madelin ou les dispositifs PERP, je pense en particulier sur le PERP, où vous pouviez effectivement sortir seulement 20% de vos droits en capital, le reste, et vous aviez une obligation de sortir en rente viagère. Donc là, véritablement une vraie nouveauté, et donc une vraie souplesse qui a été apportée dans le cadre du PER. Merci Mickaël, une vraie souplesse, effectivement. Alors si on fait un focus, maintenant on a regardé le cadre, donc fiscal, les apports de la loi Pacte autour du PER. Maintenant on va parler un petit peu plus produit, parce que nous, placementdirect.fr, on conçoit quelque part en partenariat avec des assureurs des produits dédiés, des produits que vous retrouvez que chez nous. Et donc on a deux PER chez placementdirect.fr. Donc un premier, Mickaël est aujourd'hui, on a le plaisir de l'avoir avec nous, pour l'UMR, un PER assuré donc par l'UMR qui s'appelle le PER Placement Direct Retraite ISR, et un second PER créé il y a déjà maintenant quelques années, qui est le PER Placement Direct, qui lui est assuré par Swiss Life Assurance Retraite. Donc vous connaissez notre positionnement, placementdirect.fr, on est courtier en ligne, on distribue des produits d'épargne innovants, très peu chargés en frais. Et ce point, c'est vrai depuis des années, mais ce point se matérialise bien sûr par l'absence de frais sur les versements, l'absence de frais d'arbitrage et des frais annuels de gestion qui sont particulièrement faibles, puisque
sur nos deux contrats, en fait, on est soit à 0,5, soit à 0,6%, hein, selon le support, donc fonds en euros ou support en unité de compte. Ça, c'est vraiment ultra compétitif. Il y a des droits d'entrée à une association, puisque c'est un produit collectif, hein, le plan d'épargne retraite. Donc, il y a une association qui encadre tout ça. Et donc, il y a un droit d'entrée unique au moment de l'adhésion de 20 ou 25 euros selon le contrat. Donc, ces contrats en termes de frais, les deux sont très, très, très comparables. Ils se distinguent un petit peu plus sur notamment les supports financiers, puisque lorsque l'on parle du fonds euro, donc le fameux support sécurisé d'un produit d'épargne assurance vie ou plan d'épargne retraite, vous avez sur le contrat placement direct retraite USR, donc assuré par l'UMR, un rendement 2023, donc l'année dernière, un rendement à 3,30 qui est un rendement unique, qui est distribué sur tous les contrats, alors que sur le contrat PER placement direct, c'est une pratique là aussi depuis des années chez Swiss Life, vous avez un rendement qui profite de bonus de rendement selon la quote-part en unité de compte du contrat ou selon le montant confié à l'assureur. Donc, on a de toute façon deux contrats qui ont été parmi les plus compétitifs du marché l'année dernière, puisque le rendement moyen était autour de 2,5 l'année dernière sur le marché de l'assurance vie et de l'épargne retraite. Donc là, vous avez 3,30 d'un côté, jusqu'à 4% de l'autre. Donc, ce sont deux contrats qui sont très compétitifs sur le rendement du fonds euro. Sur la partie mode de gestion et notamment actif de diversification, qu'on appelle unité de compte dans l'assurance vie et dans l'épargne retraite. Là, les deux contrats sont également très complémentaires, très différents, puisque sur le contrat placement direct retraite ISR, vous avez donc 3 modes de gestion. La classique gestion libre, là, c'est vous qui faites votre marché quelque part. Vous allez sélectionner les supports du contrat. Une gestion pilotée et une gestion à horizon, donc 3 modes de gestion. La particularité du contrat placement direct retraite ISR, c'est que tous les supports en unité de compte du contrat sont labellisés ISR. Donc, c'est investissement socialement responsable qui vraiment est une particularité que l'on souhaitait avoir chez placementdirect.fr. Et autre particularité, c'est que nous avons des supports immobiliers, notamment 2 supports immobiliers, pour ne pas les citer, Hirokozen ou Remake Live, qui ne retiennent aucun frais à l'entrée. Sur une SCPI, souvent on est entre 7 et 10, parfois un peu plus, et qui ont été créés récemment, donc qui profitent quelque part d'un environnement aujourd'hui beaucoup plus propice à ceux qui ont la capacité à investir, plutôt que ceux qui, quelque part, qui supportent l'érosion du marché obligataire que l'on a pu connaître depuis quelques années avec un stock immobilier déjà constitué. Donc ça, c'est plutôt très favorable au contrat. 100% des loyers sont reversés. Il est possible d'avoir 100% de son allocation sur les supports immobiliers. Enfin voilà, c'est un contrat très particulier de ce point de vue-là, mais ultra compétitif par rapport à d'autres contrats sur le marché. Et sur la partie déléguée, donc soit vous souhaitez avoir de la gestion libre, soit vous souhaitez aussi ou n'avoir que une gestion déléguée. Dans ce cas-là, vous avez une gestion pilotée ou une gestion horizon. Et là, c'est Mirova. On est très content d'avoir la société Mirova. Là aussi, société à mission, vraiment experte de l'investissement à impact, de l'investissement socialement responsable depuis très longtemps, bien avant que ce soit quelque part la mode de beaucoup d'asset managers. C'est une vraie société convaincue par ce type d'investissement. Et donc, ces profils de gestion, à chaque fois, il y en a 3, que ce soit en gestion pilotée, gestion horizon. La différence entre piloté et horizon, c'est uniquement que la gestion horizon va tenir compte d'un horizon d'investissement. C'est-à-dire que vous allez déterminer l'âge de votre départ prévisionnel, de liquidation potentielle de votre contrat. Et donc, cet horizon va progressivement sécuriser l'allocation d'actifs au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'âge de départ prévisionnel. Alors qu'une gestion pilotée va tenir compte de votre profil, mais pas d'un horizon d'investissement. À horizon, en tout cas, d'un horizon retraite derrière. Donc, c'est une petite différence. Les performances là-dessus, avec Mirova, ont été exceptionnelles. On a eu plus de 15% sur les profils un peu long terme sur la gestion à horizon sur un an, après le lancement du contrat en septembre 2023 versus septembre 2024. Donc, sur un an, plus de 15% pour les meilleurs profils. Donc, on est net de tout frais. Donc, on est vraiment ravis de la gestion effectuée par l'asset manager. Et chez Swiss Life, là, c'est vraiment le PER expert en gestion libre. Vraiment, parce que vous avez quasiment 1000 fonds qui sont référencés, 20 supports immobiliers, plus de 55 ETF, une tarification unique à 0,6% sur tous les supports. Donc là, quelque part, si vous voulez sélectionner les meilleurs supports de votre choix, le contrat avec une gamme ultra riche, on référence tout ce que l'assureur nous donne comme possibilité de référencement. Donc, quelque part, on fait le maximum que l'on peut. Et là-dessus, vous avez une grosse capacité à faire une allocation vraiment sur mesure dans ce contrat. Et puis, bien sûr, la gestion à horizon qui est réglementaire, qui est également proposée sur le contrat avec différents supports qui vous sont proposés et toujours là aussi 3 profils de gestion. Petite particularité technique, mais ça peut en intéresser certains, c'est que sur le PER ISR, donc placement direct retraite ISR, vous avez la possibilité de combiner une gestion libre avec une gestion pilotée ou une gestion libre avec une gestion à horizon. Ce n'est pas possible sur le contrat PER placement direct. C'est soit gestion libre, soit gestion à horizon. Voilà pour le petit
le petit focus marché. Et offre produits chez Placement Direct. Alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet de la déduction fiscale, puisque le PER vous apporte un versement déductible, ça veut dire que ça va venir baisser votre base imposable. Donc, en fait, votre réduction d'impôt correspond au montant que vous allez verser multiplié par votre taux marginal d'imposition, c'est-à-dire le taux d'imposition qui aurait dû s'appliquer aux revenus que vous avez finalement quelque part versé sur un PER, donc que vous avez déduit. Donc, bien sûr, plus votre taux marginal est élevé, plus le PER sera intéressant pour vous. Donc, je prends un exemple. Vous versez 1 000 € ou 10 000 € sur un PER, vous avez un taux marginal d'imposition de 30%. Ça vous procurera une économie d'impôt de 3 000 €, de 4 100 € si vous avez un TMI de 41% et de 4 500 € si vous avez un TMI de 45%. Je vous ai présenté le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Alors, c'est 2023 puisque là, on est en fin d'année. On va voir normalement, ce barème devrait être revalorisé de 2% d'ici la fin d'année. C'est dans le projet de loi de finances. Toutefois, voilà, comme on est actuellement dans une logique fiscale un petit peu instable en France, on l'a pas intégré dans ce barème. On a juste mis en rouge que potentiellement, il faudra prévoir 2% de revalorisation des tranches qui décalerait un petit peu de quelques centaines d'euros à chaque fois ou de quelques dizaines d'euros le seuil de déclenchement pour une personne seule de ces taux marginaux d'imposition, puisque là, on est bien dans le cadre d'une seule part, d'une personne qui est seule. On va revenir plus tard sur ce point. Alors, est-ce que vous êtes dans la cible du PER, oui ou non? Chez placementdirect.fr, on rappelle un plan d'épargne retraite, c'est un produit dédié à la retraite qui est indisponible, qui est illiquide jusqu'à la retraite, hors cas de sortie anticipée, comme Mickaël a pu vous les présenter tout à l'heure, les accidents de la vie ou l'achat de la résidence principale. Mais normalement, c'est un produit qui va aller jusqu'à l'âge égal minimum de départ à la retraite. Ça veut dire que c'est un produit long, c'est un produit et une épargne qui est indisponible. Donc, on estime qu'une épargne indisponible, plus un avantage fiscal qui est exponentiel, ou qui est en tout cas qui est d'autant plus fort que votre taux marginal d'imposition est élevé, on estime qu'il faut que vous ayez un taux marginal d'imposition de 30% minimum pour que le PER soit réellement intéressant pour vous. Ça, c'est une lecture qu'on a chez placementdirect.fr. Tout le monde ne l'a pas. On estime que c'est clairement un bon conseil de ne pas faire du PER si vous n'avez pas un taux marginal d'imposition de 30%. Alors, où est-ce que vous pouvez retrouver ce taux marginal d'imposition? Bonne nouvelle depuis 2 ans, puisque sur votre avis d'imposition que vous avez reçu cet été, il est mentionné votre taux marginal d'imposition. Donc, vous avez le taux moyen qui est mentionné et le taux marginal, donc le taux qui s'applique à la tranche actuelle de vos revenus, qui est également mentionné. Donc, si votre situation n'a pas changé d'une année à l'autre, votre configuration familiale, vos revenus, il y a de grandes chances que le taux marginal d'imposition qui était mentionné sur votre avis d'imposition reçu cet été soit le même. Donc, TMI 30% minimum, 41-45, évidemment, vous êtes dans la cible du PER. En dessous, on préfère vous dire de faire de l'assurance vie, qui est une épargne disponible à tout moment, plutôt que du PER qui sera illiquide jusqu'à la retraite, hors cas exceptionnel. Alors, quel montant maximum versé? Là aussi, l'administration fiscale nous aide beaucoup puisque sur votre avis d'imposition, toujours le même, vous avez en dernière page vos plafonds d'épargne retraite. Puisqu'en fait, l'avantage fiscal procuré par un PER n'est pas illimité. Il est limité par un plafond d'épargne retraite et ce plafond, il est mentionné sur votre avis d'imposition. Si vous avez un taux marginal d'imposition de 41 ou 45%, donc si vous êtes très très fiscalisé, il n'y a aucune limitation à utiliser pleinement tous vos plafonds puisque l'avantage fiscal sera très très puissant. Si vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, on y reviendra après, ça peut être un petit peu plus subtil. Ce qu'il faut bien voir sur ces plafonds, c'est que là, on vous a fait donc une capture écran d'un avis d'imposition type que l'on peut avoir. Vous avez bien sûr déclarant 1, déclarant 2, donc là, c'est dans le cas d'un couple qui fait une déclaration commune. Vous avez un cumul des plafonds sur la dernière ligne. Donc, vous avez plafond pour les cotisations versées en 2024. Ça, c'est la somme de tous les plafonds. Plafond 2024, donc calculé sur les revenus 2023, le plafond 2023, 2022, 2021, puisqu'en fait, le PER vous permet de rattraper les plafonds, les 3 derniers plafonds que vous n'auriez pas utilisés jusqu'à présent. Donc là, dans ce cas précis, vous pourriez, pour le déclarant 1, utiliser 23 740 € de plafond et le déclarant 2 pourrait utiliser 21 580 €. Et si un des deux souhaitait aller plus loin et que le deuxième ne souhaitait pas utiliser pleinement ses plafonds, il pourrait utiliser le plafond afin de profiter du plafond du conjoint pour aller plus loin. Et donc, dans ce cas-là, comme le disait tout à l'heure aussi Mickaël, il faudra cocher la case 6QR lors de votre prochaine déclaration. Donc ça, ce sont les informations que vous avez à disposition. Votre taux marginal d'imposition, savoir si vous êtes dans la cible. Vos plafonds, où est-ce que je peux les trouver? Là aussi, sur votre avis d'imposition. Si vous avez une TMI 41-45%, pas de limite à utiliser tous vos plafonds. Si vous avez un taux marginal d'imposition de 30%, ça peut être un petit peu plus subtil. Pourquoi? Parce qu'on estime que le bon conseil, c'est de vous dire d'aller effacer votre taux marginal d'imposition à 30%, mais de ne pas descendre plus bas. Parce que l'intérêt fiscal d'aller commencer
à effacer une partie de la tranche à 11%, en fait, n'est pas intéressant. Donc, autant vous limiter à effacer la tranche à 30%. Et comment on y arrive? Eh bien, en fait, on vous a présenté ici un versement optimal 2024. Donc, c'est uniquement dans le cas d'un client ou d'une personne qui serait avec un TMI de 30%. Hein. En dessous, pas de PVR. Au-dessus, pas de limitation à utiliser tous vos plafonds. 30%, il faut peut-être regarder un petit peu plus subtilement. Vous n'avez pas forcément intérêt à utiliser tous vos plafonds. Je prends un exemple. Un célibataire qui estime cette année avoir un revenu imposable, donc en 2024, de 40 000 euros. Donc son TMI de 30%, et son versement optimal sera de combien? Si on regarde un célibataire, le revenu imposable, en fait, tout ce qui dépasse 28 798 euros sera soumis à 30%. Donc en fait, l'intérêt ici, dans son cas, c'est de n'effacer que la différence entre 40 000 euros et le seuil de déclenchement du taux à 30% de 28 798 euros. Donc ça ferait 11 202 euros de versement optimal. Ce qu'il faut bien sûr se demander, c'est est-ce que j'ai les plafonds suffisants pour le faire? Là, en l'occurrence, les plafonds d'épargne retraite mentionnés sur la d'imposition présentent un plafond global de 17 000 euros. Donc, il n'y a aucun frein à utiliser ce versement optimal de 11 202 euros. Mais par contre, il ne faut pas utiliser tous ces plafonds dans ce cas présent. Et donc, les 5 600 euros, 5 800 euros qui ne seront pas utilisés seront reportés et pourront être utilisés l'année prochaine et apporter un avantage fiscal de 30% et non pas de 11% si on avait tout utilisé cette année. Donc, c'est comme ça qu'il faut le raisonner. Donc, vous voyez, votre revenu imposable, votre configuration familiale, on prend un autre exemple, un couple marié qui n'a pas d'enfant, donc ça fait 2 parts. Le revenu imposable, en fait, est soumis à 30% pour tous les revenus qui dépassent 57 596 euros. Donc, ils estiment avoir 120 000 euros de revenus imposables en 2024. Donc là, ils ont une grosse partie à 30% de leur revenu imposable, 62 404 euros. Monsieur a un plafond de 26 000 euros, madame a un plafond de 18 000 euros, ça leur fait un plafond global de 44 000. Donc là, bien sûr, ils peuvent utiliser tout leur plafond. 44 000 euros, mais il ne faut pas aller au-dessus. Parce que là, en cas inverse, quelque part, il ne faut surtout pas dépasser vos plafonds d'épargne retraite, sinon le versement supplémentaire ne serait plus déductible. Donc, il faut se limiter à 44 000 euros. Monsieur peut mutualiser et tout faire sur son contrat. Chacun peut faire moitié, enfin une partie sur son contrat, monsieur, une partie sur le contrat madame. Là-dessus, c'est assez libre. S'ils versaient, par exemple, 44 000 euros, eh bien, ça leur permettrait de faire une économie d'impôt de 30% du versement, donc 30% de 44 000 euros, ça fait une économie d'impôt de 13 200 euros. Donc là, hein, on vous invite à avoir une marge d'erreur dans les simulations que l'on fait d'environ 5%. Hein, c'est ce qu'on a mis en rouge sur la slide, puisqu'il peut y avoir vous estimez votre revenu imposable dans l'année, hein, donc il peut y avoir un petit écart entre votre estimation et le réel, et puis il y a la non-revalorisation potentielle qui devra arriver hein, du barème de 2%. Donc voilà, sur le versement cible hein, optimal que l'on calcule ici, voilà, il faudrait le corriger de 5% en moins pour être totalement serein quant au mécanisme. Allez, on prend un dernier exemple. Là, c'est un couple marié avec 2 enfants. Donc, vous voyez, il y a la flèche qui descend avec le tableau. Tous les revenus qui dépassent 69 571 euros sont soumis à 30%. Donc là, le couple estime avoir un revenu imposable hein, en 2024, donc soumis au barème, de 80 000 euros. Le versement optimal correspond à 80 000 moins 69 571 euros. Ça fait donc 10 429 euros. Monsieur a un plafond de 20 000, madame a un plafond de 16 000. Donc, ils ont largement les plafonds. Après, savoir qui fait quoi, est-ce qu'ils font chacun un petit peu, est-ce qu'ils le font entièrement, enfin, aucune obligation à faire 10 429. C'est juste qu'il ne faut pas déplacer ça, parce que si vous allez au-delà de ça, ça tombera à 11% et ce sera moins efficace. Donc, il ne faut vraiment que se limiter à effacer la tranche de 30%. Donc, s'il verse 10 429 euros, ça fait une économie d'impôt donc de 10 429 fois 30%, c'est-à-dire 3 129 euros. Voilà ce que je peux vous dire sur le bon conseil, hein, sur un TMI de 30% pour utiliser efficacement ces plafonds. Si vous n'utilisez pas tous vos plafonds cette année, ça vous permettra quelque part d'en garder pour l'année d'après et refaire le même mécanisme, le même montage avec une économie d'impôt de 30%. Et voilà. Mais il ne faut pas forcément se dire, j'ai tant de plafond, il faut que je verse tant sur mon PVR. C'est parfois un petit peu plus subtil. Nous, on est très habitués chez placementdirect.fr à vous aiguiller, à vous orienter vers le versement optimal. Donc, demandez-nous, que vous soyez client ou non client, on pourra vous accompagner vers le versement optimal à réaliser cette année. Allez, je crois, Mickaël, que nous passons à la partie questions-réponses. Oui, très bien. Là, on a déjà un peu débordé sur le temps, mais on est très bavard, donc c'est pas grave. La partie questions-réponses, une première question de Jean qui nous dit je ne connais pas bien l'UMR. Mickaël, voilà, c'est l'occasion quelque part de présenter un peu la structure et l'assureur. Pouvez-vous m'en dire davantage?
Alors, merci Jean déjà pour cette question. Alors effectivement, l'UMR, nous sommes un assureur, hein, qui sommes spécialisés dans la conception et dans la gestion de PER. UMR aujourd'hui est adossé au plus gros groupe mutualiste qui est le groupe Vive. Le groupe Vive aujourd'hui, c'est le premier acteur mutualiste sur la santé et la protection sociale. Et donc nous sommes une filiale du groupe Vive spécialisée encore une fois, hein, sur le PR, à la fois sur la conception et la gestion. Aujourd'hui, pour vous donner quelques chiffres, nous gérons 371 000 clients. Nous avons un encours de plus de 10 milliards. Nous sommes une société qui est implantée sur Nantes, 140 salariés. Et la particularité, c'est que nous avons cette capacité à être innovants, dans le sens où, vis-à-vis de nos partenaires distributeurs, eh bien, nous concevons des PR sur mesure à la demande de nos distributeurs. Ce qui a été le cas, hein, clairement, avec Placement Direct, avec une orientation, vous l'avez compris, ISR. Et à ce titre, eh bien, voilà, on était très content de pouvoir le faire avec donc ce PER. Et puis, plus largement, eh bien, on a aussi d'autres distributeurs qui sont des banques privées, qui sont des mutualistes, qui sont des CGP, des courtiers grossistes. Donc voilà, on a une structure, voilà, qui est spécialisée, encore une fois, sur l'épargne retraite. Et puis, autre point qui nous semble important aussi, c'est que nous sommes aussi une société à mission. C'est-à-dire que ce qui nous semble important, c'est de pouvoir allier la performance financière avec des critères extra-financiers, notamment sur des critères environnementaux et des critères en lien avec la société. Voilà ce que je peux vous dire en résumé sur l'UMR. Merci Mickaël, c'est très clair. Mais nous aussi, on est ravis de ce partenariat. Vraiment un PER sur mesure. On a eu la possibilité d'avoir quelque chose vraiment d'innovant sur le marché, très peu chargé en frais, avec une offre financière très compétitive. Donc voilà, c'est un PER qui fonctionne très bien. On en est ravis et j'espère que vous aussi. Tout à fait. Alors, une question de Catherine. Maintenant, je vais y répondre. Qui nous demande d'abord à savoir si le PER est intéressant pour elle, et elle se pose la question de savoir si c'est le TMI de l'année en cours qui compte ou celui de l'année N+1. Alors, on revient bien sur le mécanisme. Le versement déductible que vous allez effectuer en 2024 va venir déduire vos revenus imposables de 2024. Donc, ce qui compte, c'est de déterminer votre taux marginal d'imposition de l'année en cours, l'année du versement. Donc, Catherine, prenez votre avis d'imposition que vous avez reçu cet été. Il va être mentionné votre taux marginal d'imposition. Si votre situation n'a pas changé, votre configuration familiale, donc le nombre de parts que vous avez dans votre fichier fiscal et vos revenus, votre TMI n'aura pas changé. Sinon, c'est pas compliqué. Vous reprenez quelque part le tableau que l'on avait pour déterminer le versement optimal, votre configuration familiale, et si vous avez un revenu imposable qui dépasse ce seuil de déclenchement quelque part d'un taux de 30%, vous avez un TMI de 30%. Si vous avez des revenus très largement supérieurs, vous avez potentiellement un TMI de 41 ou 45%, mais là, il serait aussi certainement mentionné sur votre avis d'imposition. Mais c'est comme ça qu'il faut bien procéder. On joue bien sur les revenus, une estimation de votre revenu imposable de l'année en cours, la configuration familiale de votre foyer de l'année en cours, et puis vos plafonds d'épargne retraite qui sont mentionnés sur votre dernier avis d'imposition, qui sont bien les plafonds dont vous pouvez bénéficier actuellement. Puisque l'administration fiscale, on ne l'a pas dit, mais pour calculer votre plafond d'épargne retraite, va utiliser les revenus professionnels de l'année d'avant, de l'année N-1, puisqu'elle n'en a pas connaissance, sinon elle va utiliser vos revenus professionnels de l'année N-1 pour déterminer votre plafond de l'année N. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage dans l'écrit sur l'avis d'imposition sur le calcul du plafond 2024 basé sur les revenus 2023. C'est comme ça que ça se passe. Donc, vous avez tout sur votre avis d'imposition pour l'année en cours. Normalement, vous avez les cartes en main pour savoir si le PER peut être adapté pour vous. Sinon, n'hésitez pas à nous faire un mail où on vous accompagnera et on vous aidera. Alors, Mickaël, une question maintenant de Santiago qui nous dit « Mon conjoint n'a pas utilisé ses plafonds des 4 dernières années. Puis-je en profiter ?» Alors, merci pour cette question, Santiago. Effectivement, vous pouvez utiliser les plafonds du conjoint. Il y a un ordre pour autant. Vous allez d'abord utiliser les plafonds de l'année en cours. Ensuite, vous allez utiliser les 3 plafonds des années antérieures. Donc, ça passe d'abord par N-3, puis N-2, puis N-1. Et une fois qu'effectivement, vous avez utilisé l'intégralité de vos plafonds,
Eh bien, ce qui sera important, c'est que l'année prochaine, au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt, il y a une case à ce titre où c'est marqué en toute ligne, c'est marqué si vous souhaitez bénéficier du plafond de votre conjoint, eh bien, il vous suffit simplement de cocher. Donc, si vous cochez, bien, effectivement, vous allez pouvoir utiliser aussi le plafond d'année en cours de votre conjoint ainsi que les plafonds des 3 années antérieures. Donc oui, bien sûr, on peut en profiter. Merci Mickaël et merci Santiago. Une question d'Alain qui nous demande: l'imposition à la sortie du PER ne risque-t-elle pas d'annuler les avantages de la défiscalisation à l'entrée? C'est un petit peu ce que l'on a dit tout à l'heure. On part du principe avec le PER, on rappelle le principe, hein, c'est un produit tunnel, il y a un avantage fiscal à l'entrée, des versements déductibles de votre revenu imposable, donc à l'impôt sur le revenu. Et à la sortie, vous êtes refiscalisé, que ce soit sur la forme d'une sortie en capital ou d'une rente viagère, vous êtes refiscalisé. Lors d'une sortie en capital, ce qui est, on le voit clairement, mais ce qui est plébiscité par les épargnants aujourd'hui, c'est la sortie en capital. Et c'est un vrai frein par rapport aux anciens dispositifs qui a sauté avec le PER. La part de gain, elle, est soumise à la flat tax de 30% pour éléments sociaux compris. Hein. Donc, il y a une fiscalisation à la sortie. D'ailleurs, vous avez souvent intérêt à lisser votre sortie pour limiter l'impact fiscal. Mais on peut se dire que normalement, votre taux marginal d'imposition ou la fiscalité de vos revenus durant votre vie active, là où vous allez effectuer des versements déductibles, sera plus importante qu'à la retraite. Donc, il peut y avoir un écart en votre faveur entre le taux d'imposition à l'entrée où vous avez déduit les versements et le taux de fiscalisation à la sortie. Et même s'il n'y avait pas d'écart, je prends l'exemple de la tranche à 30% qui est très large, effectivement, si vous avez déduit à 30% à l'entrée que vous refiscalisez au global à 30% à la sortie, malgré tout, pendant des années, vous avez placé de l'épargne sur un produit d'épargne qui a généré des intérêts, alors que vous auriez dû payer normalement des impôts avec. Donc en fait, vous avez un surplus, un gain de capitalisation, puisqu'à la place de verser, je prends l'exemple, vous avez 10 000 euros d'épargne, soit vous, grâce à vos revenus, soit vous payez l'impôt sur le revenu à 30% dessus, et donc il vous restera 7 000 euros à placer, soit vous versez sur un PER, vous économisez 3 000, mais vous placez 10 000. Donc même si vous ressortez dans 10, 15, 20 ans, ces 10 000 euros qui vont peut-être valoir 12, 13, 15 ou 20 000 euros si vous avez bien placé votre épargne, eh bien, il en restera beaucoup plus à la fin, même si l'imposition elle-même, ce qui a un effet de capitalisation supplémentaire qui va vous aider. Donc, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est que votre taux marginal d'imposition à l'entrée soit inférieur qu'à la sortie. Alors, il y a peu de chances avec les taux de remplacement que l'on a que ça arrive. Toutefois, si vous êtes en début de carrière, que vous avez un taux d'imposition, par exemple, à 11%, il est probable, et c'est ce que je peux vous souhaiter aussi, d'avoir une croissance de vos revenus et donc un taux d'imposition qui augmenterait fortement durant votre vie active, et pourquoi pas avec un taux de remplacement qui vous permettrait d'avoir toujours une fiscalisation un petit peu importante à la retraite. Et donc, dans ce cas-là, l'avantage fiscal serait moins intéressant à l'entrée qu'à la sortie. Ça arrive jamais, mais c'est pour ça qu'on vous dit le PER à 11%. Bien sûr, si vous n'êtes pas imposable, aucun intérêt. Mais à 11%, non, n'y allez pas. Il faut que ce soit un TMI de 30% minimum. Alors, une question de Hans pour Mickaël, qui demande quel est le plafond maximum pour les TNS, parce que les TNS, en fait, c'est une petite particularité qu'on ne connaît pas toujours très bien. Tout à fait. Effectivement, il y a une particularité sur leur plafond. Ils ont un plafond spécifique. Bon, c'est lié au fait qu'ils ont un temps de remplacement, vous l'avez vu, avec des baisses de revenus qui sont très conséquents. Donc, ils ont quasiment un doublement du plafond par rapport à des particuliers. Donc, aujourd'hui, le plafond global au maximum qu'on pourrait bénéficier en tant que TNS, le plafond est de 85 780 €. Alors, ça, c'est dans le cadre d'une formule que je vais vous citer, qui n'est pas forcément facile à retenir, mais qui est celle-ci, à savoir que c'est 10% du bénéfice imposable dans la limite de 37 094 €, auquel s'ajoute une fraction, donc 15% de la fraction du bénéfice imposable, comprise entre 1 et 8 passes. Donc voilà, vous avez un disponible fiscal pour vous les TNS qui est très conséquent, en particulier si vous avez des bénéfices conséquents aussi, forcément. Et qui se cumule avec le plafond d'épargne retraite que vous avez sur votre avis d'imposition. Donc en fait, il y a ce double plafond en quelque sorte. Si on prend un exemple pour simplifier la formule, mais vous avez 100 000 € de bénéfices imposables, donc vous avez à peu près donc au-delà d'un pass, le plafond annuel de la sécurité sociale, c'est ça le pass, qui doit faire, je ne sais plus Mickaël, je parle sous votre contrôle, mais peut-être 43 000 €, quelque chose comme ça, 44 000 € peut-être. Donc tout ce qui dépasse 44 000 jusqu'à 100 000, il y aura 15%. Et en dessous, il y a 10%. Voilà. Donc, ça vous permet de calculer comme ça le plafond. C'est assez intéressant pour un TNS et c'est effectivement pour compléter ce taux de remplacement
qui est, qui est très faible hein, pour les travailleurs non salariés. Donc, c'est un petit supplément qui est souvent bienvenu pour avoir un complément plus important à la retraite par une retraite par capitalisation pour le coup. C'est effectivement la seule chose qui a été poursuivie, qui a été retenue dans le cadre de la loi Pacte. L'élément, c'était le mode de calcul qu'on retrouvait dans le cadre des contrats Madelin et qui a été repris dans le cadre du PER par la loi Pacte. Très bien. Merci Michael, merci Hans. Une question maintenant de Bertrand qui nous demande si le PER est adapté à une personne qui est déjà à la retraite et est-ce qu'il y a un âge limite à l'adhésion qui est prévu. Alors, sur l'âge limite à l'adhésion qui est prévu, ça dépend des contrats. Par exemple, le contrat avec l'UMR, il y a un âge limite qui est de 70 ans lorsque vous êtes inactif, donc lorsque vous avez cessé votre activité professionnelle, et de 75 ans lorsque vous êtes toujours en activité. Sur le PER que l'on a avec Sous-Life, il n'y a pas d'âge limite contractuel. Toutefois, il faut bien avoir en tête que pour que les versements déductibles soient considérés comme déductibles, si on regarde ce qui se passait, et le BOFIP est encadré, hein, le dispositif autour du PERP, il fallait qu'il y ait au moins 15 ans d'espérance de vie pour que le versement déductible soit considéré comme réellement déductible, qu'il n'y ait pas de risque fiscal quelque part. Donc 15 ans d'espérance de vie, pour un homme c'était à peu près 74 ans, pour une femme 78 ans. Donc déjà au-delà de cet âge-là, il peut y avoir un risque à continuer. Et puis, on va pas se mentir, le plan d'épargne retraite, c'est un dispositif qui est adapté pour préparer sa retraite. Lorsque vous êtes déjà à la retraite, ça paraît moins évident malgré tout de vous dire que le PER est adapté. Voilà Bertrand. Alors Mickaël, une question de Corinne qui nous demande s'il est possible de déduire de ses revenus les versements effectués sur un PER au nom d'un enfant qui est étudiant à charge. Alors, merci Corinne pour cette question. Alors, effectivement, oui, on peut déduire hein, pour un enfant, pour un étudiant qui est à charge. Alors, il faut quand même pour autant préciser qu'aujourd'hui, le PER, on ne peut souscrire à un PER que si on est majeur. Hein, donc, ça, c'est important de le préciser. Et pour effectivement les enfants majeurs et à charge fiscale de leurs parents, effectivement, l'avantage fiscal reviendra aux parents. Il y a une case hein, à ce titre qui est prévue sur la déclaration d'impôt. Vous avez le déclarant 1, le déclarant 2, et puis vous avez une troisième colonne, enfant à charge, où là, vous pourrez reporter le montant qui aura été versé sur le contrat de l'enfant à charge. Donc oui, c'est un vrai intérêt, puisque vous pouvez bénéficier de l'avantage fiscal sur vos propres contrats, vous les parents, mais vous pouvez aussi bénéficier de l'avantage fiscal au titre du contrat qui a été réalisé par l'enfant. Exactement, c'est souvent encadré d'ailleurs par une donation. Est-ce qui peut permettre à un parent de se dire, puisqu'il y a toujours le risque lorsqu'on fait une donation à un enfant, de se dire qu'est-ce qu'il va faire des capitaux. Et donc avec le PER, c'est une forme de sécurité de se dire aussi, mon enfant qui est titulaire d'un PER ne pourra l'utiliser soit pour sa retraite, alors l'horizon est un petit peu long hein, quand même, soit pour l'acquisition de la résidence principale. Mais en tout cas, c'est un projet sérieux qui est de nature à rassurer les parents. Donc ça s'est fait notamment pour les mineurs, mais c'est plus possible depuis le 1er janvier de cette année, mais également pour les majeurs attachés fiscalement, ça marche encore. Et dans cette logique de quelque part sécuriser l'utilisation des fonds, notamment pour la résidence principale, ça peut avoir un intérêt qu'un jeune majeur puisse adhérer à un PER financé derrière, bien sûr, par les parents s'il est toujours rattaché et qu'il n'a pas encore de revenus. Là, en l'occurrence, étudiant, ça peut être le cas. Merci Corinne, merci Mickaël. Une question de David qui nous demande quel support d'investissement prioriser pour rentabiliser son PER à l'âge de 50 ans. Alors, c'est important que David nous ait précisé son âge, puisqu'en fait, en matière d'investissement, l'horizon d'investissement est essentiel pour déterminer et pour calibrer la prise de risque que vous allez avoir. Et donc, David, 50 ans, on peut penser que l'âge égal aujourd'hui, si rien ne change, c'est plutôt 64 ans. Donc, ça ferait un horizon de 14 ans. 14 ans, on a largement de quoi, quel que soit votre profil, à moins d'être totalement averse au risque, mais on a largement de quoi prendre des risques puisqu'on aura le temps quelque part de lisser ce risque dans le temps. Là, il y a deux possibilités. Soit David souhaite s'occuper lui-même de l'allocation financière de son contrat. Dans ce cas-là, il va piocher dans les fonds référencés en allocation libre de son contrat. Donc, il y en a une centaine sur le contrat de placement direct retraite ISR assuré par l'UMR. Il y en a près de 1000 sur le contrat assuré par Swiss Life. Le champ des possibles est très large. Soit des investissements en actions, en obligations, des supports immobiliers, soit sous la forme d'ETF. Enfin voilà, l'univers d'investissement est très très large, le champ des possibles est très très large. On fait régulièrement des communications
des articles, des contenus dans nos newsletters pour pousser ou en tout cas vous ouvrir à des idées d'investissement qui, selon nous, peuvent sembler intéressantes avec, non pas une sélection, mais une proposition de fonds qui peuvent faire l'affaire. Après, à vous, bien sûr, de faire la sélection et de faire le suivi. Si David ne veut pas s'en occuper, dans ce cas-là, il va opter pour un mode de gestion délégué, soit une gestion pilotée, soit une gestion à horizon. On en parlait tout à l'heure. Dans ce cas-là, c'est l'asset manager qui va prendre quelque part les décisions à sa place et qui va s'occuper du suivi à sa place sur une gestion pilotée qui ne tient pas compte de l'horizon retraite, donc qui ne va pas se sécuriser dans le temps, mais uniquement de votre profil prudent, équilibré ou dynamique, ou une gestion à horizon, où là, il y a une sécurisation automatique qui interviendra au fur et à mesure que vous vous rapprochez de l'âge prévisionnel de départ que vous avez mentionné dans votre contrat. Donc voilà, il y a plein de possibilités, mais il y a vraiment cette double option, je m'en occupe ou je délègue. Et le premier travail là-dessus, c'est de se dire quel est le mode de gestion qui est peut-être le plus adapté dans ma situation. Allez, une question de Philippe pour Michael. Philippe qui nous demande quelles sont les modalités de transfert entre les dispositifs d'épargne retraite. Alors, merci Philippe pour cette question. Alors, effectivement, il y a l'énorme avantage aujourd'hui du PER, c'est que le PER aujourd'hui est un dispositif qui est en capacité d'accueillir les fonds de tout dispositif d'épargne retraite, à savoir vous pouvez bien évidemment recueillir de PER à PER, donc on peut récupérer les fonds d'un PER, on peut aussi récupérer les fonds issus des dispositifs plus anciens de type PERP, Madelin, PERCO, article 83. Donc ça c'est tout à fait intéressant, et dans le cadre d'un PER aujourd'hui, le PER a été conçu de manière à pouvoir recevoir effectivement ces fonds, dans le sens où il est découpé en 3 compartiments. Vous avez un compartiment 1 qui permet d'accueillir ce qu'on appelle les versements volontaires. Donc typiquement par exemple ce qui a pu être versé sur des contrats Madelin ou sur des contrats PERP aujourd'hui, qui sont des versements volontaires, et bien, dans le cadre d'un transfert sur un PER, ils y arriveront donc dans le compartiment 1, encore une fois, les compartiments liés au versement volontaire. D'autre part, on peut aussi accueillir de l'épargne salariale, donc d'épargne qui vient d'un PERCO, hein, donc, dans lequel le PERCO a été alimenté par de l'intéressement, de la participation, et ce PERCO aujourd'hui peut être aussi transféré dans le cadre sur un PER, et ça atterrira donc sur un compartiment spécifique au titre de l'épargne salariale, ce qu'on appelle le compartiment 2. Et puis, en dernier lieu, on a aussi la capacité d'accueillir des fonds issus de contrats de type article 83, hein, donc qui sont des produits d'épargne retraite à cotisation obligatoire, donc, qui ont été souscrits dans le cadre d'une entreprise. À partir du moment où vous avez quitté l'entreprise, eh bien, il y a donc plus de cotisation qui est versée par l'entreprise, eh bien, ces fonds peuvent être accueillis sur un PER dans le cadre d'un transfert, et ils atterriront donc dans le compartiment 3 au titre des versements obligatoires. Donc, vous voyez, la loi Pacte a apporté aussi a apporté de la simplification aujourd'hui, puisque aujourd'hui, dans le cadre d'un même PER, eh bien, vous pouvez, par simplification, on sait qu'au moment de la retraite, hein, si on veut éviter effectivement d'avoir plusieurs dispositifs d'épargne retraite à liquider, bah, l'intérêt peut-être c'est de le regrouper au sein d'un produit aujourd'hui qui est plus souple, hein, faut dire les choses clairement, le PER, vous l'avez compris, est souple dans le sens, et donc pouvoir regrouper tout ça au sein d'un PER. Merci Mickaël, on en profite pour dire que le PER vient de fêter ses 5 ans et que à partir de 5 ans, les frais de transfert deviennent réglementairement gratuits, ils sont réglementairement à 0. Ce qui, c'est pas le cas de l'assurance vie qui n'est pas transférable entre assureurs, mais le PER l'est. Et donc, si vous n'êtes pas satisfait d'un ancien dispositif d'épargne retraite comme un PER que vous avez pu potentiellement, vous avez pu y adhérer au tout début, eh bien, il a peut-être 5 ans et donc dans ce cas-là, les frais de transfert sont automatiquement gratuits. Sachez d'ailleurs pour la petite histoire que le PER placement direct retraite ISR, donc assuré par l'UMR, lui prévoit des frais de transfert sortants réglementaires, enfin contractuellement à 0. Donc là, si jamais vous n'étiez pas content du contrat, ce qui j'espère n'arrivera pas, mais vous pourriez très bien le transférer et on ne retiendrait pas de frais de transfert pour vous dire à quel point on est serein quant à la qualité du contrat qu'on vous propose. Merci, voilà, là aussi, effectivement, c'est un apport de la loi Pacte, hein, qui a voulu favoriser la concurrence entre les acteurs et qui a voulu limiter notamment au maximum
les frais de transfert. Juste peut-être une précision aussi sur les modalités de manière très concrète. Aujourd'hui, si vous souhaitez effectivement effectuer un transfert auprès d'un PER placement direct, aujourd'hui, il faut se mettre en lien évidemment avec placement direct qui vous fournira les formulaires nécessaires pour pouvoir effectuer les démarches. Une fois que vous aurez rempli les éléments nécessaires ainsi, et joint les pièces justificatives, eh bien, en l'occurrence, si c'est nous, l'assureur, qui allons réceptionner donc le PER, nous contacterons donc l'assureur d'origine, et à partir du moment où nous avons envoyé la demande complète, eh bien, si on est dans le cadre d'un PER, eh bien, l'assureur d'origine a 2 mois maximum pour nous verser les fonds. Et si on est dans le cadre des anciens dispositifs de type PERP, Madelin, eh bien, dans ce cadre-là, l'assureur d'origine a 3 mois pour nous verser les fonds. C'est vous dire, effectivement, il y a quand même à partir du moment où on en fait la demande, il y a quand même une période voilà, qui est nécessaire à attendre pour que. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain quand même, malgré tout. Il faut quand même le préciser. Ça prend 2 à 3 mois généralement après que la demande ait été envoyée et qu'elle soit complète. Complètement. Merci, Michael. Une question de Linda qui nous demande quelle est la fiscalité du PER au décès et est-elle favorable? Alors, effectivement, il y a une grande différence entre l'assurance vie et le PER sur la fiscalité au décès, puisque l'assurance vie, vous savez, il y a un âge pivot à 70 ans. Et donc, c'est l'âge au moment des versements qui va compter en assurance vie et qui va déterminer la règle fiscale qui est souvent plus avantageuse avant 70 ans. Sur le PER, c'est l'âge au moment du décès qui va déterminer si vous êtes dans le cadre avant ou après 70 ans. Donc, avant 70 ans, si décès avant 70 ans, chaque bénéficiaire profite d'un abattement de 152 500 €. Au-delà, c'est un taux forfaitaire de 20%. Si vous décédez après 70 ans, dans ce cas, c'est un abattement global de 30 500 €, donc qui est partagé entre les bénéficiaires. Différence aussi avec l'assurance vie, c'est qu'en assurance vie, après 70 ans, les intérêts générés par vos versements sont exonérés, alors que sur le PER, ils ne le sont pas. Donc, il y a ces petites subtilités. Le gros avantage, et la fiscalité actuellement, mais elle est un petit peu dans le viseur de l'administration, mais la fiscalité est actuellement très favorable. Pourquoi? Parce qu'au décès, en fait, vous ne rendez pas, ou en tout cas les bénéficiaires du contrat, parce qu'il y a une clause bénéficiaire sur un PER, comme un contrat d'assurance vie, les bénéficiaires du contrat ne rendent pas l'avantage fiscal de l'impôt sur le revenu qu'il y a eu lors des versements déductibles. Et ça, c'est très puissant, parce que notamment, si vous mettez bénéficiaire, ce qui est le cas très très souvent, dans la majorité des cas, c'est le conjoint qui est bénéficiaire du contrat. Si le conjoint qui est exonéré depuis la loi TEPA de 2007 est bénéficiaire, il paiera 0. C'est-à-dire que vous avez déduit à l'entrée sur votre PER 30, 41 ou 45% des versements, et à votre décès, le conjoint est bénéficiaire. Depuis la loi TEPA 2007, il est exonéré, donc il paiera 0 fiscalité, et même mieux, en complément, les prélèvements sociaux sur les gains ne sont pas retenus. C'est quand même 17,2% les prélèvements sociaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes d'ingénierie patrimoniale, le PER en cas de décès et de transmission est très très puissant. Toutefois, on marche un petit peu sur des œufs, puisqu'il y a eu quelques rapports récemment qui ont ciblé le PER et cet avantage peut-être en termes de transmission trop avantageux. Voilà, donc affaire à suivre, mais c'est vrai qu'actuellement c'est très intéressant. Ça ne durera peut-être pas, mais en tout cas voilà le fonctionnement actuel de la fiscalité au décès, Linda. Eh bien voilà, c'était la question, c'était la dernière question, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Michael, d'avoir participé à ce webinaire. Merci pour ton invitation. Oui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On est ravis toujours de faire ces webinaires. N'hésitez pas, juste avant qu'on se quitte, à nous faire des commentaires, des derniers commentaires avant qu'on coupe ce webinaire, à nous proposer des idées de sujets pour un prochain webinaire, à nous poser encore des questions, à vous dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On est là pour s'améliorer de façon continue, en forme d'agilité. Donc, n'hésitez pas à interagir ensemble. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne fin d'année. Et puis, encore merci, Michael, et à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.